Bonjour à tous et bienvenue dans ce 14e épisode de Zundo. On s'était laissé à la fin de l'épisode 13 sur l'implémentation complète des pouvoirs des 4 premières armées, ce qui nous permet de jouer une partie de Zundo du début à la fin avec quasiment toutes les règles. Il nous manque plus que les obstacles et les atouts, ce qui va être un petit bout de travail, mais on avance et c'est super bien. Par contre, on s'était dit aussi qu'il restait une dernière chose à faire avant de vous permettre, pour, pour la première fois, de tester le jeu pour ceux qui ont envie. Alors, tester le jeu au sens la version de développement, donc ça va vous demander d'avoir quelques petites compétences de développeur, mais c'est quelque chose qu'on fera ensemble, et surtout on écrira ici une documentation pour pouvoir justement tester le jeu. De là, il manquait justement une seule chose, le placement de tribus, parce que comme vous le savez, Zundo, tout l'intérêt c'est la stratégie et de savoir où l'adversaire a placé son emblème, mais jusque-là, le placement de l'emblème, il était déterminé par les données du jeu. Et donc, si vous faisiez une partie contre une armée et une deuxième partie contre cette même armée, l'emblème allait être à la même place, et les cartes allaient être à la même place, ce qui n'a aucun intérêt pour le jeu. Du coup, on s'était dit, ok, c'est la dernière étape avant de pouvoir vous permettre de tester le jeu, c'était d'implémenter le placement des tribus. Alors on va regarder ça ensemble, on va d'abord regarder les interfaces et ensuite on va regarder le code et puis on va voir un petit peu quelles sont les évolutions possibles du système. Alors les interfaces de placement de tribus pour le moment sont offline au sens où elles sont gérées sans avoir besoin d'être connectées au serveur et sans avoir besoin d'être dans un match. Ce qui va vous permettre justement de bien positionner, de prendre le temps de bien positionner vos cartes avant de lancer une partie. On se connecte en choisissant son nom et ensuite on va choisir sa tribu. Hop. Et de là maintenant, on est sur cette fameuse interface de placement de tribu. Interface qui est relativement simple. On a notre plateau de jeu avec seulement les 2 rangées de notre camp, parce que on peut positionner nos zones que à cet endroit-là. Et on a la composition de notre armée. De là, c'est du simple drag and drop, quelque chose d'assez simple. Hop. Alors ici, je fais vraiment aucune stratégie, c'est vraiment plus pour vous montrer le truc. De là, une fois que les 12 cartes sont positionnées, on peut valider la disposition et passer à la suite. On peut aussi toujours vider la grille pour recommencer. Et enfin, on a une possibilité de faire une disposition au hasard qui va juste nous repositionner nos cartes purement au hasard. C'est du pur hasard, comme vous l'avez vu, l'emblème, lui, parfois il va se retrouver au premier rang, ce qui n'est pas particulièrement intéressant, mais voilà. Donc ça, c'est notre interface, et c'est à peu près tout ce qu'il y a à en dire, hein. Donc voilà, et du coup ici, à partir du moment où je valide ma disposition, le match est lancé. Du coup ici, on va se connecter avec un adversaire. Pareil, hop, une petite disposition hasard, ça tombe bien, l'emblème est à la fin. Tiens, on va juste mettre le roi à côté pour voir. Hop, on valide et le match est commencé. Et donc ici, on a notre emblème, on avait le roi qu'on avait placé à côté, et ici, je pense l'emblème, on l'avait mis ici, voilà. Donc, de là, après, il n'y a rien d'autre qui a changé. Hein. Les matchs, tout ça, c'était déjà fait. Donc, voilà pour nos interfaces. Maintenant, quelles sont les évolutions possibles de ces interfaces ici? Déjà, pour commencer, il y a deux évolutions probables, qu'on va dire. Les interfaces vont peut-être probables, comme d'habitude, hein, les interfaces vont sûrement changer, etc. Mais ici, on est déjà sur quelque chose qui est sympa. Un truc que j'aimerais rajouter, c'est une sauvegarde de la disposition. Peut-être plusieurs sauvegardes de disposition, mais en tout cas une sauvegarde par armée pour commencer, où l'idée ce serait de se dire, une fois que j'ai bien fait ma position et que je suis content, au moment où je vais valider ma disposition, elle va être sauvegardée dans le local storage du navigateur, donc dans la mémoire du navigateur, ce qui fait que la prochaine fois que vous redémarrerez Zundo et que vous choisirez cette armée, on aura déjà cette position. Ce qui n'est pas toujours méga stratégique si vous jouez toujours contre la même personne, mais au moins vous avez déjà une première disposition, quitte à l'adapter, mais mettre l'emblème peut-être plutôt ici la fois prochaine.
Donc ça, c'est une première évolution possible. Et ensuite, une seconde, elle est au niveau du serveur. Pour le moment, elle n'a pas un intérêt d'être implémentée, donc je ne l'ai pas fait, mais on en aura besoin prochainement. C'est la vérification de la validité de la disposition. Alors, beaucoup de mots, mais en tant que tel, le truc c'est que quand on joue à Zundo, au niveau de la disposition de base, on peut faire ce qu'on veut. La seule contrainte, c'est qu'on doit commencer le jeu avec l'emblème en jeu. Ce qui est relativement logique, vu que c'est ça qui permet de gagner la partie. Quand on joue avec une armée préconstruite, qui est vraiment l'armée de base, vous n'avez pas le choix, parce que vous avez 12 cartes dans votre tribu, et vous devez jouer les 12 cartes. Donc d'office, l'emblème sera en jeu. Mais dès qu'on va commencer à faire des tribus custom, en fonction de comment vous dépensez les points pour votre armée, vous pouvez avoir peut-être moins de 12 zones ou plus que 12 zones. Si vous en avez plus que 12, les zones en trop deviennent des renforts que vous pourrez jouer plus tard dans la partie. Mais du coup, on doit s'assurer qu'au moment de la disposition, votre emblème, il est bien en jeu. Vous n'êtes pas en train de tricher en disant ouais, c'est bon, et votre emblème, il est en renfort, et vous le jouez jamais. Et du coup, vous êtes sûr de gagner. Ça, c'est pas possible. Donc, il va falloir implémenter au niveau du serveur une vérification de cette disposition. On n'en a pas besoin tout de suite, comme je viens de le dire, mais voilà, ça, c'est une évolution plus que probable et même certaine. Au niveau du code, il n'y a pas grand-chose à dire en tant que tel, parce que c'est juste du drag and drop, et une fois que toutes les cartes sont positionnées, on les envoie. Mais il y a quelques petites subtilités qui ont été un petit peu délicates à gérer. Alors ici, du coup, on a notre composant Tribe Disposition, qui est, comme son nom l'indique, l'interface pour positionner nos zones. Ce composant a une grille. La grille, c'était un composant qui existait déjà plus ou moins. En fait, on avait notre plateau de jeu, board, et ce que j'ai fait, c'est j'ai extrait la partie grille, donc le dessin, la construction de la grille, et le fait de pouvoir lui injecter des éléments qui vont se positionner sur cette grille. Du coup, on se retrouve avec un composant gris qu'on peut customiser en disant voilà, elle aura autant de rangées et autant de colonnes, ce qui fait qu'ici on lui donne le nombre de colonnes normal pour le jeu, mais seulement 2 rangées. Et on va directement positionner dessus les cartes de notre tableau disposition. Alors le tableau disposition, quand on arrive sur cet écran, il est vide. Parce que on a 2 choses dans notre à afficher. Donc on a une disposition qui est vide, c'est celle qu'on va envoyer au serveur de jeu. Et on a la composition. Donc je vous montre ici les données des Boarix. Ce qu'on a, c'est tout en bas, on a la composition de l'armée. La composition de l'armée, c'est simplement quelles sont les 12 zones qui font partie de l'armée, mais sans les positionner. Et alors ici, on a l'ancien format de disposition, donc ce que je vous disais, la disposition par défaut pour jouer. De là, en fait, donc nous, ce qu'on va faire, c'est dans notre interface, on va avoir donc la grille que je vous ai montrée, et ensuite on a une div, une zone qui va contenir toute notre composition et les afficher, ce qui est la zone qu'on vide ici. Okay. De là, on a eu quelques petits problèmes, parce que on construisait de base, on construisait l'armée avec, comme je vous avais expliqué, on a le slug de la carte, mais si la carte existe en plusieurs exemplaires, mais avec des valeurs différentes, ce qu'on peut voir ici, donc on a un grognard qui est en 4, 3, 1, 2, mais on a aussi d'autres grognards qui sont en 3, 4, 2, 1, donc on avait des variantes qui sont numérotées, donc le grognard 0 et le grognard 1. Ces cartes-là, elles peuvent exister plusieurs fois, et de fait, on a 2 grognards 0, et on a 2 grognards 1. Pareil, ici, on a 2 cassins 0 et 2 cassins 1. Le problème, c'est que quand j'ai commencé à positionner mes trucs ici, sitôt qu'on plaçait le grognard 0 et qu'on voulait le retirer de la liste ici, il disparaissait 2 fois. Parce que tous les grognards 0 disparaissaient.
parce qu'on ne pouvait pas utiliser ça comme identifiant unique. Du coup, pour régler la chose et aller relativement vite et sans commencer avec des calculs vraiment casse-pieds sur la gestion d'index, etc., ce que j'ai décidé, c'est de rajouter ici des différenciateurs, des petits ID qu'on ajoute simplement dans notre composition en disant, ben voilà, ce sera le grognard 0, le grognard 1, le grognard 2, le grognard 3. Même si techniquement ici, on pourrait faire 1, 0, 1, 1, mais comme ça, moi, c'est plus facile à la lecture. Et comme ça, on est sûr qu'on a vraiment chaque instance de zone qui soit unique et qui est gérée. Ce qui fait que comme ce format-là va être utilisé partout dans le jeu, il faut juste l'ignorer hors du contexte de la disposition. Donc j'ai modifié un petit peu la résolution des cartes. Donc dans Data Utile, ici dans Resolve Card, maintenant on va simplement ignorer cet identifiant. Parce qu'une fois qu'on est en jeu, on s'en fout. On sait qu'il n'y a pas de problème, vu que chaque carte est identifiée par sa position sur le jeu, donc on s'en fout un peu. Ensuite, c'est à peu près tout. En gros, on va gérer les drag and drop. Donc le drag and drop, c'est du simple drag and drop d'HTML5. L'idée simplement, c'est que l'élément qui est dragable ici, donc qui est le A, donc qui est ici, ce petit A ici, qui est un lien, quand il est draggable true, donc on lui dit simplement ok, tu vas pouvoir le déplacer. De là, on a besoin d'écouter l'événement drag start, qui est en gros l'événement qui dit ok, je vais bouger, je commence à drag and drop, et ça, elle vient d'au-dessus, donc je l'envoie ici, handle drag start. Et en gros, handle drag start, ça va nous permettre de sauvegarder dans l'événement DOM l'identifiant de la carte. Parce que la seule chose qui va nous permettre de savoir quelle carte a été déplacée, c'est l'événement DOM l'événement DOM du drag et du drop. Donc l'idée ici, c'est que quand je vais commencer à faire mon drag, ça va créer un événement, et au moment où je vais dropper, c'est le même événement, les mêmes données de l'événement qui vont être passées. Du coup, on va utiliser une structure qui s'appelle event.datatransfer, qui va nous permettre de sauvegarder des informations dans l'événement pour pouvoir les passer tout du long. De là, moi, je lui passe simplement... Alors, on est obligé de donner des données texte, ce qui est un peu casse-pied, mais bon. Du coup, on fait un petit JSON stringify, et moi, je lui passe un tableau avec, comme premier élément du tableau, le slug de la carte, et ensuite un petit indicatif pour savoir si je drague la carte alors qu'elle est déjà sur la grille ou depuis la zone d'équipe. Parce que la gestion est un petit peu différente. C'est que si je la drague de la grille, je ne dois pas oublier de la bouger de la case où elle était. Que ici, simplement, je la bouge d'un tableau, du tableau composition au tableau disposition. Donc ça, c'est juste la petite chose. Ensuite, on va gérer le drop. Alors, le drop, lui, il est géré au niveau de la grille. Vous voyez que dans la grille, on a onCellDrop. Alors, je vais aller vous montrer la grille. Hop. Dans la grille, c'est assez simple. C'est ici, on a un onDrop. Et alors, un petit truc qui est important à ne pas oublier, c'est le dragover. Par défaut, on peut pas avoir un événement drop si le dragover n'est pas annulé. On est obligé d'annuler l'événement dragover pour pouvoir avoir un vrai drop. Donc, de base, on annule le dragover. On vérifie, tiens, est-ce qu'on a une fonction cellDrop? Parce que grille est utilisé dans des cas où on n'a pas forcément besoin de faire du drop, donc moi je suis obligé de faire cette vérification. Et puis on annule le comportement par défaut du dragover. Et une fois que c'est fait, on peut gérer notre drop. Et pour le drop, ça ne va pas être très très compliqué. On va renvoyer ça dans une fonction du parent en lui donnant simplement l'événement, parce que comme je l'ai expliqué, dans l'événement, on a accès au slug et tout ça. Et on va aussi donner les coordonnées de la case, pour savoir quelle est la case qui a été visée. De là, on retourne ici, on est handle cell drop, et dans handle cell drop, on va simplement vérifier ça. On reçoit donc notre événement et les coordonnées de la case.
on va parser les données de l'événement. Alors on le fait toujours dans un petit try-catch parce que si jamais ça n'existe pas, JSON parse va renvoyer une erreur, ça va être la merde. Donc on le fait dans un petit try-catch et au cas où ça marche pas, on a un data vide, comme ça il n'y a pas trop de galères. Et de là simplement, on a accès à notre slug, savoir s'il vient de la grille. Et de là, on fait nos vérifications. La première vérification, c'est si ça vient de la grille, on va vérifier qu'on n'a pas déjà une carte sur la case de destination, parce que dans ce cas-là, on la retire. C'est ce qui se passe ici quand je prends une carte et que je vais la positionner là, la carte qui était à sa place, elle doit sortir. Donc ça, c'est le comportement. Et ensuite, on va aussi regarder que... donc retirer la... Attendez, je m'embrouille dans mes trucs. C'était... Oui, pardon, désolé, je le fais dans le mauvais sens. Mais le premier truc, c'est que quand je vais le déplacer de la grille, il faut que je le vire de son ancienne case. Donc ça, c'est la première partie, pardon. Ensuite, par contre, là, on va vérifier que, et qu'on vienne d'ici ou qu'on vienne de là, on va vérifier qu'il n'y a pas déjà une case là où on va il n'y a pas déjà une carte dans la case où on va se mettre. Donc je me mets là, il y avait une carte, donc je la sors du plateau. Et c'est à peu près tout. La dernière chose, c'est les boutons vider au hasard et valider ma disposition. Les boutons vider sont assez simples. Voilà. Le bouton vider, il est tellement simple qu'il n'a pas vraiment une fonction ici. C'est simplement ici, on lui dit, la disposition, tu en refais un tableau vide. D'accord ? Parce qu'en gros, le tableau qu'on a ici, donc la composition, ce qu'on lui fait simplement, c'est on lui dit, tiens, regarde, tu prends la composition et tu ne m'affiches que ceux qui ne sont pas dans disposition. Comme ça, on n'a pas besoin de gérer deux trucs et tout ça. Si la carte, elle est dans disposition, ça veut dire qu'elle est dans le plateau de jeu, et donc du coup, j'ai pas besoin de l'afficher. Du coup, le simple fait de remettre le tableau de disposition à 0 en le vidant, fait que toutes les cartes réapparaissent là. Ça, c'est pour le bouton vider la grille. Ensuite, on a le bouton au hasard. Le bouton au hasard en tant que tel, c'est pas méga compliqué. On va simplement mélanger le contenu de composition. Et puis on va créer un tableau et on va mettre des trucs au hasard dans disposition. C'est aussi simple que ça. On lui donne des... Donc ici on a la coordonnée Y qui peut être 0 ou 1, la coordonnée X qui est de 0 à 5, et simplement on prend le premier élément du tableau qui a été mélangé et on l'affecte à chaque fois sur les cases disponibles. Comme ça, d'office, on se retrouve avec une disposition au hasard. Et une fois que c'est fait, donc la dernière étape qui est de valider ma disposition, on doit convertir le format dans le format que le jeu utilise. Donc le format que le jeu utilise au niveau du serveur, c'est ce que vous voyez ici, qui est disposition ici, c'est simplement un tableau pour la première rangée, un tableau pour la seconde rangée. Et c'est tout. Voilà, et donc du coup, dans Handle Select Disposition, qu'on a ici, je sais pas pourquoi il plantouille, c'est pas grave. Donc ici, on a Handle Select Disposition. En gros, on lui dit, on va préparer ce tableau, et puis simplement, on va parser les cases et les mettre au bon endroit dans mon tableau. Et on l'envoie au composant parent qui lui va gérer le jeu, va savoir que ok, j'ai reçu ma disposition, on peut lancer le jeu, on est tranquille. Donc voilà pour cette nouvelle interface. Il n'y a rien de très spécial en soi, c'est surtout jouer avec le drag and drop qui n'est pas toujours le truc le plus simple à faire. Il existe des librairies pour React pour gérer le truc, mais en tant que tel ici, il n'y avait pas vraiment grand chose, c'est pas très compliqué, donc j'ai préféré le faire... le coder moi-même, il n'y avait pas grand-chose à faire ici. De là, j'ai pas grand-chose d'autre à dire par rapport à ça. Juste comme je l'ai dit, au niveau du code serveur, on reçoit la disposition ici, elle fait partie des infos du joueur quand il se connecte ou du second joueur quand il se connecte. Donc on a First Player Disposition et Second Player Disposition. Et comme je l'ai dit, voilà.
À terme, on devra vérifier la disposition. Ici, pour le moment, on est sûr qu'il n'y a pas de problème, mais à terme, on ne devra pas oublier de la vérifier. Voilà. De là, c'est à peu près tout pour les dispositions. Maintenant, on est prêt. On peut jouer à Zundo du début à la fin avec les pouvoirs et en ayant placé notre tribu. Ce qui fait que du coup, on va doucement se laisser là. Et au prochain épisode, je vous montrerai comment installer et tester Zundo en version de développement. Je ne vais pas commencer à voir comment gérer... pardon. Je ne vais pas commencer à préparer une interface plus simple, un installeur ou le mettre en ligne ou quoi que ce soit. À terme, je pense que Zundo, ça va être un petit site où vous pourrez vous connecter et jouer au jeu. Mais pour le moment, ça n'a pas des masses d'intérêt de commencer à réfléchir à ça, à mettre en place un serveur et tout ça. Pour le moment, je veux vraiment pouvoir avancer un maximum dans le jeu. Mais je trouve que c'est chouette aussi que ceux qui suivent depuis le début puissent déjà le tester de leur côté s'ils veulent, donc mettre à jour la documentation. Voilà, c'est à peu près tout. Je vous remercie de m'avoir suivi jusque-là et on se retrouve très vite pour le prochain épisode où on pourra vous pourrez enfin tester le jeu. Merci et salut!